Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Mon invité ce soir est auteur, compositeur de renommée internationale, musicologue et professeur universitaire. Diplômé de la prestigieuse Académie Tchaïkovski de Kiev, il a su imposer une signature unique, un dialogue permanent entre la rigueur de l'écriture symphonique occidentale et la profondeur des traditions musicales marocaines et arabes. Sous sa plume, le patrimoine marocain s'élève au rang de musique savante et moderne, portée par une orchestration d'une grande finesse, mais son regard dépasse largement les partitions. Musicologue et docteur de l'Université de Strasbourg, il est une figure intellectuelle majeure qui interroge l'avenir de la musique au Maroc à travers ses ouvrages de référence. Professeur à l'Université Hassan II, il transmet aujourd'hui aux nouvelles générations une vision transversale de l'histoire des idées et des arts. Son engagement est aussi littéraire. Dans son conte philosophique « Le retour d'Ibn Yaqdan », il signe une quête spirituelle qui interroge la place de l'homme et de la raison dans notre monde moderne. Un artiste donc accompli en quête perpétuelle d'harmonie entre les savoirs. Nabil Ben Abdjelil, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je le disais à l'instant, vous faites tellement de choses. Un homme aux multiples casquettes, un parcours particulier, compositeur de renommée internationale, musicologue, professeur universitaire. Vous êtes aussi écrivain, vous avez déjà écrit 2 ouvrages. Parlez-nous un petit peu de ce parcours qui est le vôtre. Je dirais tout d'abord que ça a commencé avec un voyage en Union soviétique déjà. C'était l'année 1990. J'ai décidé, je m'étais posé dans la tête qu'il faut que j'aille dans ce pays-là, aux traditions magnifiques, et notamment dans cette manière d'allier cette rigueur de la musique symphonique à la musique du bercail du pays. Donc pour moi, les compositeurs russes représentaient déjà un modèle à suivre. Bon, vous connaissez l'histoire, bien sûr. Je suis parti en 90, l'Union soviétique s'est éclatée, je me suis retrouvé en Ukraine. Bref, j'ai appris ce que j'ai pu apprendre là-bas, dans les traditions de l'école russo-ukrainienne, c'est comme ça que je l'appelle personnellement. Et puis, j'ai dû partir à Strasbourg également. C'était une autre école de composition, c'était l'avant-garde. Vous connaissez un tout petit peu ce qui s'est passé derrière le rideau de fer. Il y avait l'académisme, le conservatisme académique, et de l'autre côté, il y avait toutes les tentatives, disons, d'expérimentation, la musique nouvelle, la tabula rasa pour les traditions et tout cela. Donc c'était un tout petit peu même à un certain moment limite schizophrène comme différence d'apprentissage. J'ai profité également pour faire un cursus à l'université. Finalement, le résultat était une thèse avec un doctorat purement analytique sur la musique, sur une technique d'écriture dans la musique classique contemporaine du XXe siècle. En tout cas, c'est ce parcours qui a fait de vous cet artiste que vous êtes aujourd'hui, un artiste accompli. Comment s'opère techniquement la rencontre justement d'une structure symphonique européenne, j'ai envie de dire, et les sonorités et les rythmes tels qu'on les connaît au Maroc et dans le monde arabe de manière générale? Écoutez, il faut beaucoup de culture, il faut beaucoup d'humilité pour apprendre, pour voir. Bon, déjà, j'ai parlé de compositeurs russes qui ont quelque part ouvert le champ. On n'a qu'à penser par exemple à des œuvres comme Shahrazad de Rimsky-Korsakov. Maintenant, on facilite les choses, on banalise tout en utilisant toujours le mot magique qui est fusion. Vous voyez, la fusion. Et on parle de cette fusion comme s'il s'agit de quelque chose de nouveau, comme si une sorte d'idéologie nouvelle. Alors que non. La fusion dans ce sens large et dans le sens plus noble existait bien avant. Toutes les cultures, toutes les avancées culturelles sont finalement des fusions entre différentes cultures. Donc comment ça s'opère sur le plan technique? Il faut une condition sine qua non, connaître les 2 cultures. C'est-à-dire, on ne peut pas juste se dire comme ça, je vais utiliser le rythme tel dans une musique et si je ne suis pas imprégné vraiment dans mes tripes par cette musique traditionnelle-là, je ne saurais pas l'utiliser. Voilà. Donc, et bien sûr, il faut connaître la musique occidentale pour savoir faire le dosage parfait et bien sûr être individuel.
C'est-à-dire, il ne s'agit pas de répéter des formes, comment dire, de faire des arrangements standards, mais il faut quand même parler son propre langage. Vivre en tout cas l'instant présent, vivre la musique en tant que telle. Absolument, il faut que ça passe à travers soi-même, et il faut que ça ressorte, comme chez une abeille, vous voyez. Pour pouvoir créer cette fusion entre structures musicales, justement, aux différents langages. En tout cas, votre dernière œuvre, celle que vous avez dirigée, s'appelle Naissance. Je vais d'abord proposer aux téléspectateurs un aperçu de cette œuvre et ensuite on pourra en discuter ensemble. C'est tout de suite. Alors voilà, c'était un aperçu de ce dernier travail que vous avez dirigé. Parlez-nous de la démarche que vous avez utilisée. Juste avant peut-être de parler de la démarche, rappelez quelque part qu'il s'agit là d'un texte en fait écrit par le grand intellectuel marocain Ahmed Tawfiq, qui est le ministre des Dahabous et des Affaires islamiques. Et c'est un texte qui a été écrit originalement en langue française avant 2018. Et donc nous avons présenté déjà ce spectacle en 2018 et en 2019 en langue française. Et puis cette année, il s'agit de la traduction en langue anglaise. Et donc, du coup, l'œuvre s'appelle désormais Birth. Et donc, ça s'inscrit un tout petit peu dans cette année qui est très spéciale, qui correspond déjà à l'écoulement de 15 siècles après la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, il s'agit là quelque part de refaire vivre dans une langue étrangère, français puis anglais, comment dire, toute la profondeur spirituelle de la Mouloudia, de la Mouloudia qui est consacrée en fait à la naissance du prophète. Donc le texte déjà magnifique de M. Tawfiq déjà nous met dans l'ambiance, et puis la musique, elle est là pour assurer également cette transculturalité qui s'opère au niveau de linguistique, qu'elle s'opère également au niveau du langage musical lui-même. Donc ici, il s'agit d'une coopération étroite avec M. Thami El-Harraq, qui est un grand spécialiste de la musique soufie. Donc avec lui, on a établi la forme, d'accord, en s'opérant sur les modes qui existent, les modes musicaux qui existent dans la Mouloudia, pour les reproduire, mais d'une manière complètement revisitée. Et donc justement, dans cette manière de revisiter, c'était le travail du compositeur et de l'arrangeur. Donc il s'agissait pour moi d'écrire des mélodies dans le style contemporain, des mélodies dans le style traditionnel, mais également d'arranger la musique du bercail. L'arrangement, parfois, il est allé à des... Comment dire, il a atteint un degré de non-reconnaissance, à tel point ça sonne nouveau. Et bien sûr, il y avait la place pour la musique traditionnelle elle-même, pour sonner dans sa propre nature. Voilà. En tout cas, en tant que professeur universitaire, votre autre casquette, vous enseignez l'histoire des arts. Des idées et des arts. Voilà. Des idées et des arts. Voilà. Quel est le lien que vous pouvez faire entre réflexion philosophique et forme musicale, notamment au Maroc, justement? Voilà, donc peut-être je rappellerai qu'avant de commencer à enseigner ce module-là, qui me passionne tellement, j'ai enseigné au département de philosophie pendant 2 ans, à la faculté de Belmzik. Et pour moi, c'était une expérience inédite. Et c'était peut-être le début d'un changement radical qui s'est opéré au fond de ma manière de penser, de voir les choses. Pourquoi ? Bon, j'ai enseigné la partie musicologique de la philosophie, ou bien vous pouvez dire autrement, inverser la partie musicologique de la philosophie. Parce que figurez-vous, tous les grands philosophes étaient des musicologues. Platon, Socrate avant lui, bien sûr Aristote, et puis Plantin.
Et puis, venant à la modernité avec messieurs Schopenhauer, Nietzsche et j'en passe. Alors, oui, le lien... Il y a un lien établi entre philosophie et musique. Un lien vraiment intrinsèque, organique. Vous savez peut-être que Friedrich Nietzsche était pianiste lui-même, compositeur non abouti, c'est vrai, mais c'était surtout un grand critique d'art. Son premier ouvrage s'appelle « La naissance de la tragédie, de l'âme de la musique ». Bon, tout cela, ça nous laissera le temps de, comment dire, de spéculer, d'essayer d'imaginer, ne serait-ce que d'imaginer. En tout cas, votre premier ouvrage, c'était une réflexion sur la musique au Maroc et dans le monde arabe, de manière générale. Ouais. Un ouvrage écrit en arabe aussi. Vous avez parlé d'avenir. Quelle est, selon vous, la condition sine qua non pour que la musique marocaine rayonne justement à l'international ? Il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait déjà que... Sans perdre son identité ni son authenticité. Absolument, absolument. Donc justement, il ne faudra pas faire de cette obsession de l'international une sorte d'entrave psychique première. C'est-à-dire s'aimer, déjà, suffisamment, se respecter suffisamment. Je rappelle par exemple que dans les ensembles de fusion, on voit malheureusement que la situation du musicien traditionnel qui a joué dans les ensembles de fusion avec les jazzmen et tout cela, sa situation financière n'a pas été réellement respectée, ça n'a pas évolué, il est resté un élément folklorique là qui passe à côté des musiciens qui savent qu'est-ce qu'ils font en réalité, entre guillemets, je parle là des musiciens européens et américains, en commençant déjà par nous respecter suffisamment nous-mêmes et puis par apprendre par vraiment aller au fond de l'apprentissage et ne pas tomber dans des, leurres d'ordre épistémologique. Par exemple, je suis souvent sidéré par la manière avec laquelle quelqu'un qui a fait un tout petit peu de solfège, qui correspondrait à connaître l'alphabet de la langue, et déjà il se considère comme étant musicien. Est-ce que connaître l'alphabet ferait de vous un poète ? Alors, c'est ça, non, l'apprentissage de la musique classique, il est très, 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 très lent, et c'est surtout un apprentissage qui ne peut pas se faire hors baigner dans la culture elle-même. C'est-à-dire que si je vais faire du solfège et ne pas écouter du Mozart chaque jour, du Beethoven, du Claude Debussy, du Stravinsky, je n'ai absolument rien fait. Et je préfère, moi, un bon auditeur, un mélomane, à quelqu'un qui a fait un tout petit peu de solfège et qui ne sait pas à quoi ce solfège sert. D'un autre côté, je suis hyper respectueux des déteneurs de la tradition. Avec ma formation et mes diplômes et ma musique symphonique et tout cela, je pourrais rester bouche bée devant quelqu'un qui joue du rock ou bien qui joue du tar à la musique andalouse, et je vais lui dire, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous avez fait. Donc ça veut dire, la notion d'académisme, il faudrait la revoir. Ce n'est pas juste par un petit apprentissage, par des petits diplômes par-ci, par-là, une sorte de snobisme pseudo-intellectuel qu'on va se dire qu'on a appris. Non, c'est des traditions. C'est tout un univers, c'est beaucoup de temps aussi. Beaucoup de temps, et baigné dans des cultures. Surtout baigné dans les cultures. Et ça, c'est la beauté du processus. Il faut aimer la beauté du processus, je crois. En tout cas, après ce livre, avec le retour d'Ibn Yaqdan, vous passez de l'essai théorique, on va dire, sur la musique et puis l'esthétique, à un conte philosophique, pour revenir un petit peu à cette expérience de 2 ans que vous avez eue avec la philosophie, et puis ce tournant que vous avez ressenti également. Pourquoi avoir choisi ce personnage mythique particulièrement pour avoir ou poser cette réflexion philosophique? Oui, alors je dirais que cette aventure interne qui s'est opérée en moi tout doucement a commencé par une réflexion sur la beauté esthétique d'un point de vue musical qui est dans le livre sacré, dans le Coran. Et j'ai failli réaliser un livre qui est consacré à cette étude-là. Et puis je me suis dit, mais Nabil, écoute, on te connaît en tant que compositeur, que musicologue, et là, baf, tu vas écrire un livre sur le Coran. Est-ce que tu ne veux pas tout d'abord te positionner vis-à-vis de la foi elle-même? C'est une question épineuse, la question de la foi. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la religion, hériter d'une religion, naître musulman, bien naître chrétien, ou bien naître bouddhiste. Non, mais la foi elle-même. Et comment trouver la foi, s'assurer qu'on a la foi, hormis la question de l'appartenance.
Et donc, il me faudrait retrouver des repères qui sont pré-sociaux. L'homme avant la société. Et c'est pour cela que je me suis retourné vers ce personnage mythique, ce personnage qui est déjà un personnage qui appartient à la philosophie arabe. Le nom, déjà, on le trouve chez Avicenne, déjà, bien avant Ibn Tufayl, mais le livre le plus fameux, le Conte philosophique, est le premier ouvrage, peut-être la première histoire, le premier conte rédigé comme tel, c'est Ibn Yaqdan de Ibn Tufayl, dans lequel on a un personnage qui vit dans une petite île qui se trouve là par hasard, élevé par une gazelle. Il grandit et là, il commence à se poser des questions existentielles jusqu'à arriver à la notion de Dieu. Bon, moi, j'ai récupéré un tout petit peu ce personnage-là, je l'ai réécrit à ma manière et j'ai posé d'autres questions. Et bien sûr, peut-être un élément très important, c'est justement, vous avez parlé de musique, moi je parlerai de musique, mais pour arriver à l'esthétique, la dimension esthétique de l'être. Ça veut dire, je définis dans cet ouvrage-là l'être humain en tant qu'être esthétique avant d'être un être qui parle ou un être qui raisonne ou un être moral. Et pour moi, l'esthétique, elle devance la morale. Et justement, quand il a été confronté à l'expérience de la mort, alors la mort le ramène à poser des questions sur ce qui se passe. Et puis, à la question du rituel, le rituel de l'enterrement. Alors, devant le rituel, il a commencé à sentir l'esthétique, à exercer l'esthétique. Merci à vous, en tout cas, Nabil Benabdji. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.